Bonsoir à chacun et à chacune. Merci d'être aussi nombreux et nombreuses ce soir à nous rejoindre pour cette rencontre intitulée Prévenir ou guérir la gestion des risques. En tout cas, on est un peu navré d'avoir pu finalement l'organiser en présence, mais on a voulu voilà, garder cet événement de façon assez conviviale en vous invitant à vous munir chacun et chacune d'un petit apéro chez vous. Si ce n'est fait, n'hésitez pas à vous en munir maintenant. Euh, Vous dire en tout cas qu'il nous tenait vraiment à cœur de conserver cet instant et cet échange. Et quand je dis nous, je parle évidemment ici des structures organisatrices, à savoir Liège Créative, Réjouissance, la Maison des sciences de l'homme de l'Université de Liège, mais également nos intervenants. Voilà, il nous tenait à cœur de conserver la date pour cette rencontre. Et on vous propose maintenant de démarrer tout de suite dans un très court instant en vous disant que les choses vont se passer de la façon suivante. Je vais, dans un bref instant, céder la parole à nos intervenants et intervenantes, que je remercie de se prêter bientôt à l'exercice, pour chacun un tour de parole entre 5 et 10 minutes. Et ensuite, dans un second temps, la parole sera à vous pour vos questions, pour vos réactions, que l'on vous invite à exprimer via deux canaux potentiels. Vous voyez, il y a soit l'onglet «Discuter», donc là, vous n'hésitez pas à indiquer vos questions dans le chat, ou je dirais à l'indiquer en réaction en levant la main de façon physique ou virtuelle. Et je vous demanderai dans les deux cas, évidemment, de le faire dans le respect et la bienveillance des paroles de chacun. Alors, je vais tout de suite vous présenter nos intervenants dans l'ordre de parole. Monsieur Sébastien Brunet, vous êtes professeur à la faculté de droit, Sciences Po et criminaux à l'Université de Liège, et vous êtes également administrateur de l'IWEPS, donc l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique. Monsieur Jacques Teller, n'hésitez pas à lever la main parce que sinon, voilà, merci. Vous êtes professeur d'urbanisme à l'ULiège, directeur du LEMA, un centre de recherche spécialisé en urbanisme et mobilité, et vous avez également réalisé une importante recherche qui comportait un volet de consultation citoyenne. On aura l'occasion de s'en reparler sur les inondations de juillet 2021. Et Madame Aline Thierry, voilà, merci. Chargée de recherche et assistante au Spiral. Le Spiral étant un centre de recherche qui a développé une expertise en gestion des risques, en analyse, évaluation des politiques publiques. Vous aurez l'occasion de prendre la parole aussi dans un court instant. Je vais tout de suite proposer de céder la parole à Sébastien Brunet pour une première intervention. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes tous devant nos écrans, dans des environnements peut-être très 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 différents les uns des autres, certains alcoolisés, d'autres un peu moins. Donc voilà, je suis très heureux pour l'initiative. Alors, en préparant cette conférence, bon, l'idée évidemment, c'est que le schéma que l'on a choisi est un peu différent, mais vraiment l'idée, c'est qu'on alimente les échanges, que vous soyez les plus participatifs possibles. Ici, on n'est vraiment pas dans une logique d'enseignement ex cathedra, on va venir donner cours et on va vous révéler une vérité extraordinaire sur les risques. Non, on n'est pas du tout dans cette logique-là, on est vraiment dans une logique de manière un peu bateau, on appelle ça co-construction. Alors, mais il y a quand même des éléments importants, juste pour placer un peu des éléments de réflexion et enfin semer quelques graines pour stimuler cette réflexion de soirée, c'est de revenir dans un premier temps sur ce qu'on entend par les risques. Vous savez, on parle de risque, c'est un concept qui est devenu tellement familier maintenant, que l'on croise à tout moment de la journée, de la nuit, dans nos parcours de vie professionnels comme privés. Mais fondamentalement, on n'est pas toujours très au clair sur ce que ça peut vraiment signifier. Et l'idée, c'était de donner déjà une espèce de zakouski intellectuel, une espèce de mise en bouche pour alimenter un peu la réflexion ce soir. D'une part, enfin, il faut savoir que le concept de risque, il a deux, il a, il a deux pieds en quelque sorte. Le premier pied, c'est une probabilité, une probabilité d'occurrence d'un événement qui est dommageable. Ça, c'est le premier pied du risque. Donc, ça veut dire, ça suppose un calcul, en tout cas, ça suppose des données. Mais cet événement dommageable, on va toujours le mettre en relation avec la vulnérabilité du système qui est concerné. Et donc, par exemple, si on parle d'une probabilité d'occurrence, par exemple, d'un tremblement de terre, est-ce qu'on a beaucoup de chances qu'il y ait une grande probabilité qu'il y ait un tremblement de terre? On va systématiquement devoir le croiser avec la vulnérabilité du lieu. Si on a un tremblement de terre au milieu du désert, le risque sera extrêmement faible, puisque vous avez une probabilité peut-être très importante, mais avec en fait une vulnérabilité presque nulle.
S'il n'y a pas de vulnérabilité, bah, alors à ce moment-là, le risque est égal à zéro. Donc, si vous voulez, le risque, c'est le croisement entre ces deux éléments-là, entre la probabilité d'occurrence d'un événement dommageable, on appelle ça l'aléa, d'une part, et d'autre part, la vulnérabilité du dispositif, du système que l'on. Alors, un système, ça peut être un individu, ça peut être une population, ça peut être un système technique, ça peut être une rivière, ça peut être des habitations, peu importe. Donc, c'est le croisement entre les deux. Et la grande difficulté à laquelle on est confronté, et on fera directement le lien tout à l'heure avec la question des inondations, c'est que calculer une probabilité d'occurrence, ça, c'est une fameuse difficulté. Alors pourquoi? Parce que d'une part, ça présuppose que l'on ait une connaissance de ce qu'on va observer, de quel type de phénomène, on a affaire. Et cette connaissance, elle va souvent se fonder sur la production de données. Alors les données, on ne les trouve pas en se baladant, comme ça en rue ou dans la forêt. «Oh tiens, une donnée intéressante sur les inondations. Oh, une donnée intéressante sur les accidents de la route». Non, les données se construisent et on a des données sur des phénomènes parce que uniquement on les a observés. On n'a pas des données qui arrivent naturellement sur un phénomène. Donc chaque donnée qui va alimenter le calcul d'une probabilité d'occurrence, ça veut dire que quelqu'un, à un moment donné, s'y est intéressé et a commencé à faire un travail de connaissance scientifique pour essayer de comprendre ce qui se passait. Donc, il y a des tas de phénomènes pour lesquels nous ne pouvons pas parler de risque parce que nous n'avons pas de connaissance du tout à leur sujet. Alors, dans ce cas-là, on va parler de risque avec très haute incertitude, on va parler voilà, de quasi-risque, on va parler de phénomènes voilà, qui sont encore émergents, si vous voulez. Mais une fois qu'on parle de données, on a l'impression qu'une donnée, ben, c'est qu'une fois qu'on s'est préoccupé de la donnée, que c'est facile à calculer. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a énormément de difficultés. Il faut savoir exactement que la donnée soit de qualité, il faut que le cycle d'observation soit suffisamment long pour pouvoir être pertinent. Et là, je vais reprendre un peu l'exemple de ce qu'on appelle, pour ceux qui ont peut-être déjà croisé le concept, c'est l'histoire de la dinde inductiviste. Alors, inductiviste, ça veut dire quoi? Inductivisme, ça veut dire on observe plein de réalités différentes, dans des tas de circonstances, enfin, une réalité, et on essaie de l'observer dans des tas de moments particuliers, de variables différentes, et on essaie de trouver des lois générales. Donc, on va induire, si vous voulez, une loi générale. Et imaginons qu'on ait une dinde inductiviste qui est dans une basse-cour et qui veut évaluer le risque que représente l'agriculteur. Et donc, la dinde inductiviste va commencer à observer le comportement du fermier quand il pleut, quand il ne pleut pas, au printemps, en été, en hiver, en automne, quand sa femme est fâchée, ou si c'est une agricultrice, quand son homme est fâché, quand les enfants sont là, quand ils sont pas là. Donc, elle va observer alors, le phénomène agriculteur-agricultrice dans des tas de circonstances différentes, va collecter plein de données différentes et va finalement aboutir à une évaluation du risque en disant, mais finalement, elle réunit je dirais, la grande famille de toutes les dindes de la basse-cour le 23 décembre. Et le 23 décembre, elle dit, voilà, j'ai fait mon rapport scientifique, on a observé le phénomène dans toutes les coutures, on l'a vraiment bien travaillé, et on se rend compte que l'agriculteur ne représente aucun risque pour la communauté des dindes. Et évidemment, le 24, hein, on y est bientôt, qu'est-ce qui se passe? Ben, on passe tous à la casserole. Et fondamentalement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est simplement que le risque, le cycle d'observation, la temporalité n'était pas suffisamment longue. Comment la dinde aurait pu le savoir? En observant le cycle complet. Si elle n'a pas observé le cycle complet, elle ne peut pas le savoir. Et donc, il y a en quelque sorte, par rapport à toute une série de phénomènes, une incertitude quant au cycle, notamment d'observation des données. Alors, quelquefois, quand on n'a pas de cycle d'observation de données, on fait des modèles, et on part de modélisation, donc on a des hypothèses. Et donc, tout ça pour vous dire que fondamentalement, le croisement entre cette probabilité d'occurrence et cette vulnérabilité, elle est extrêmement fragile. Alors, quand ce sont des phénomènes qui sont bien étudiés, et heureusement, nous en avons quand même pas mal, on a quand même, je dirais, des calculs de risque qui restent des calculs de risque pour lesquels il n'y a pas beaucoup de remises en question qui sont possibles. Mais à un moment donné, pour certains phénomènes, et surtout dans un contexte d'anthropocène donc, dans lequel nous nous situons, donc anthropocène, ça veut dire la transformation finalement du système géologique qui est lié à l'impact de plus en plus important des activités humaines, eh bien, on observe que dans ce système anthropocène, donc dans cette période géologique d'accélération et d'impact de l'homme sur son environnement, il y a peut-être des phénomènes pour lesquels notre durée d'observation est en train de changer, ou que les phénomènes que l'on aurait pu observer sont en train de changer, soit en s'accélérant d'un côté, soit de nouveaux phénomènes en train d'émerger. Et donc, c'était un peu pour vous donner ces premiers éléments de réflexion par rapport au risque.
Ça veut dire que ce n'est absolument pas, d'une part, des phénomènes qui sont complètement maîtrisés. Il y a toujours un travail de construction derrière le concept de risque. D'autre part, que nous sommes toujours en état d'observation pour mesurer ces phénomènes et savoir si finalement ils ont, ils restent stables dans le temps, en ce qui nous concerne. Et finalement aussi, il pose la question de quoi le risque? Le risque, fondamentalement, je vous l'ai dit, comme les données, vous ne les trouvez pas dans la nature, le risque, vous ne le trouverez pas sur une table de bureau, vous ne le trouverez pas dans votre jardin, vous ne le trouverez pas dans la rue. Le risque est une construction sociale, c'est une projection dans l'avenir en fait. C'est une manière d'essayer de contrôler ou de maîtriser ou de prévoir ce qui va pouvoir se passer demain et après-demain. Un risque, c'est quelque chose qui va peut-être arriver et qui va peut-être avoir des effets négatifs. Et donc, c'est une manière de réfléchir le futur, le risque. Et on se rend compte aujourd'hui que cette manière de réfléchir le futur commence à montrer une série de limites de par ses impacts potentiels et de par une forme d'ignorance qui est de plus en plus importante dans ce qui nous concerne, et que d'autre part, il est peut-être nécessaire dès lors de réfléchir à d'autres outils d'anticipation, de travail sur le futur, que constituent par exemple les approches de prospective et de scénarisation, qui ne sont pas du tout un copier-coller de la démarche du risque avec des probabilités d'occurrence, mais qui sont dans une démarche beaucoup plus d'ouverture et de créativité. Alors, comme on est dans Liège créative, la créativité est au cœur de l'approche prospective. Je dis que cela, finalement, c'est peut-être une évolution de l'approche du risque, une espèce d'augmentation de l'approche du risque en essayant d'y apporter des éléments de prospective et de construction. Voilà, je dirais en quelques minutes pour essayer d'alimenter le débat et de stimuler cette soirée. Merci beaucoup parce que c'est pas un exercice facile, en plus en une temporalité si courte, on aura l'occasion d'y revenir. Je vais tout de suite céder maintenant la parole à Jacques Teller. Bien, bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'invitation et pour à l'ensemble des participants d'avoir effectivement décidé de jouer le jeu avec nous du basculement depuis les modalités en présentiel vers le distanciel. Nous allons essayer de garder effectivement autant que possible un scénario où il peut y avoir un dialogue entre l'ensemble des participants à la soirée. Alors, je parle aujourd'hui à la suite d'un travail que nous avons réalisé dans le courant du mois de septembre pour le gouvernement de la région Wallonne. Nous avons été chargés de réaliser une consultation des citoyens suite aux inondations de juillet 2021. Il s'agissait de réaliser cette consultation en parallèle avec d'autres démarches, une démarche d'analyse qui était menée par un bureau d'expertise suisse qui devait reconstruire les paramètres physiques des inondations à l'échelle des bassins de la Vestre et de l'Ourthe, analyser la manière dont les ouvrages avaient été gérés, quels étaient les ordres de grandeur de précipitation, de manière à mieux comprendre de manière très concrète quels avaient été les problèmes rencontrés. Il y a un deuxième volet de cette analyse qui était lié plutôt aux aspects organisationnels, qui était pris en charge par Catherine Fallon et Aline Thierry, et dont Aline parlera sans doute par la suite, à savoir comment les différentes institutions en charge de la gestion du risque ont-elles réagi lors des inondations et quelles sont les défaillances que l'on peut observer dans les modèles de communication, les prises de décision qui ont été adoptées au cœur des événements. Il y a un troisième volet que le gouvernement a souhaité avoir dans le cadre de cette analyse. C'était un peu inattendu de notre côté. Le gouvernement a souhaité avoir une consultation des citoyens de manière, à l'origine, à cadrer un peu les observations physiques et l'analyse des rôles institutionnels en partant du regard du bas des citoyens pour mieux comprendre comment eux avaient perçu les événements et en particulier les fameux événements, les fameux phénomènes de vagues dont on parlait beaucoup dans la presse après les inondations, dans quelle mesure ces phénomènes de vagues avaient-ils été observés, ce qu'ils représentaient. Et c'est à partir de là que nous avons très rapidement construit un protocole d'enquête. Nous avons eu un mois pour réaliser cette consultation, à savoir identifier des répondants, les contacter, organiser les entretiens, les retranscrire et produire notre rapport. Donc, on a eu 4 semaines pour faire tout cela, ce qui est un peu un défi au bon sens, évidemment, dans un cadre scientifique
on adopterait une temporalité beaucoup plus longue pour faire ce genre d'exercice de manière à avoir suffisamment de validation, de retour d'expérience, d'analyse de la littérature de manière à consolider les résultats. Mais je pense qu'à juste titre, le gouvernement a souhaité avoir des résultats très rapidement, de manière à avoir une première base objective pour comprendre ce qui s'était passé. Et donc, nous avions 4 semaines pour faire le travail. Ça nous a permis d'interroger une trentaine de personnes par visioconférence essentiellement. Et nous avons organisé 4 tables rondes, 2 dans la vallée de la Vesdre et 2 dans la vallée de l'Ourthe. Alors, il est difficile de résumer en 5-10 minutes le travail qui a été fait. Le rapport est disponible sur Internet. Je voudrais peut-être revenir sur 4 points qui, moi, à titre personnel, m'ont beaucoup marqué dans le cadre de cette consultation, qui était quand même un exercice très, très intéressant. Et on a pu remarquer à quel point, un mois et demi après les événements, les émotions des personnes qui avaient été touchées par ces événements étaient encore à vif. Et c'était, je pense, un exercice assez important pour toutes les personnes que nous avons rencontrées. Lors des tables rondes que nous avons organisées, nous avions pour projet de réaliser 2 tables rondes, une de la vallée de la Vesdre et l'autre de la vallée de l'Ourthe. Mais comme toujours, au niveau scientifique, on prend toujours des garde-fous. Et donc, nous avons invité 20 personnes dans chacune des vallées, de manière à avoir au moins 10 personnes présentes le jour de l'organisation des tables rondes. Et systématiquement, les 20 personnes qui ont été contactées sont pratiquement toutes venues. C'est la raison pour laquelle on a réalisé 4 tables rondes. Donc, il y avait une très, très forte attente de la part des citoyens par rapport au fait de se faire entendre, et en particulier se faire entendre par l'université. Ça nous a été signalé à plusieurs reprises que le fait que l'université les consulte, une institution neutre, indépendante, qui réalisait ce travail dans des délais aussi courts, était extrêmement apprécié par les citoyens. Alors, 4 points m'ont particulièrement marqué. Un premier point qui m'a beaucoup marqué, c'est que on avait déjà analysé avant cette consultation qu'en région Wallonne, la connaissance de l'aléa d'inondation est très partielle. Il existe des cartes d'aléas d'inondation qui sont disponibles assez facilement sur un serveur qui s'appelle WallonMap, qui existe depuis 2012. Et nous avions déjà vu, avant les événements de juillet 2021, à quel point la connaissance de ces cartes était déficitaire en région Wallonne par rapport à ce que l'on peut observer en Grande-Bretagne, où un travail a été fait depuis de longue date pour rendre ces cartes mieux connues par le public. Et donc, nous savions que ces cartes d'aléas n'étaient pas bien connues. Moi, j'imaginais, après les événements de juillet 2021, que ces cartes seraient bien maîtrisées, que chacun aurait été voir sur le site pour mieux comprendre ce qui s'était passé. Et manifestement, ce n'est pas le cas. Beaucoup de citoyens nous font part du fait de leur scepticisme par rapport à ces cartes et par rapport à l'aléa d'inondation, alors qu'ils ont été parfois submergés avec 1 mètre, 1,50 m d'eau chez eux, nous disant, vous savez, je suis en zone inondable, je ne suis pas vraiment en zone inondable. Mes voisins, les anciens, m'ont dit que c'est tout à fait exceptionnel, ça n'aurait pas dû se produire, c'est lié au barrage. Et donc, on voit qu'il y a encore un énorme travail en matière de communication par rapport à cette question du risque d'inondation pour mieux le faire comprendre, mieux le faire accepter, en particulier pour une série de citoyens qui sont pris à contre-pied par rapport à ce risque, qui ont investi dans leur habitation et qui, dès lors qu'ils reconnaissent le risque d'inondation, doivent aussi accepter que bien souvent, ce risque d'inondation peut avoir un impact sur la valeur de leurs biens dans lequel ils ont investi une part importante de leurs revenus. Donc, il y a tout un processus à mettre en place pour que le risque soit effectivement reconnu et pour aller, je pense, au-delà de la communication. Je me souviens avoir parlé il y a quelques années avec un responsable de communication de l'Université de Liège et on parlait d'un problème de communication. Il me disait, Monsieur Teller, il n'y a pas de problème de communication, il y a des problèmes, et quand on a des problèmes, on a des problèmes de communication. Et je crois que c'est tout à fait correct, et je crois qu'au-delà de la mauvaise connaissance des cartes d'aléas, il me semble important de passer d'une logique purement de communication à une logique où on permettrait aux citoyens d'agir sur leurs biens, agir sur leur environnement, rentrer dans une logique d'action. Et donc développer une communication qui soit davantage orientée vers l'action que simplement le fait de savoir qu'on est en zone verte, rouge ou orange, et de voir dans quelle mesure des dispositions peuvent être adoptées par rapport à ce niveau de risque à titre individuel ou collectif. Deuxième élément qui m'a beaucoup marqué, c'est l'espèce de mélange dans les vallées de la Vesdre et de l'Ourthe entre des citoyens experts et profanes, entre d'un côté des personnes qui vont voir
15 minutes sur les sites InfoCru de la région Wallonne, qui vont consulter des sites radars, qui vont se tenir constamment informés, même à distance, de l'état de montée des eaux par rapport à des repères dont ils disposent sur des ponts, etc. Et par ailleurs, d'autres citoyens qui n'ont jamais vécu dans les vallées, qui n'ont jamais connu d'inondation, qui ne savent a priori pas de quoi il s'agit, qui disent d'eux-mêmes qu'ils sont extrêmement naïfs, qui n'ont jamais pris en compte le risque d'inondation. Et donc, en termes d'action publique, il faut pouvoir composer avec des publics extrêmement variés. Et par ailleurs, nous avons remarqué que dans un certain nombre de cas, l'expérience du risque pouvait se révéler néfaste pour certains citoyens. On voit en effet certains citoyens très habitués à gérer ce risque d'inondation décider assez rapidement, lorsqu'ils voient le site InfoCru passer brutalement du vert au rouge dans la vallée de l'Ourthe, prendre leur voiture, quitter leur travail, passer par le bricot, acheter des cartouches de silicone, déposer les plaques sur les portes, les siliconer, sortir les tréteaux, monter les meubles, à savoir une série de gestes routines qui sont tout à fait adaptés pour des inondations que les citoyens eux-mêmes qualifient de normales. Et il va falloir un certain temps avant qu'ils ne reconnaissent que les inondations auxquelles ils étaient confrontés étaient anormales, tout à fait exceptionnelles. Il faut reconnaître ce caractère exceptionnel qui a rendu tous ces gestes qu'ils avaient pu poser pour faire face aux risques relativement inadéquats, voire inappropriés, puisque la meilleure réaction par rapport à ce risque était, plutôt que de rentrer chez soi pour protéger ses biens, était certainement de s'éloigner du risque. Et assez paradoxalement, les citoyens qui ont le plus rapidement, le plus facilement adopté ce risque, cette attitude de fuite par rapport au risque sont les citoyens les plus vulnérables. On a remarqué, en particulier chez les ménages avec enfants, que même pour des niveaux d'eau relativement faibles de leur habitation, ils ont choisi de s'éloigner très vite parce qu'ils ne souhaitaient pas que leurs enfants soient confrontés à cette vision de l'eau qui montait dans la maison. Et donc, quelque part, la conscience de sa propre vulnérabilité a pu jouer pour un certain nombre de ménages comme un atout par rapport au risque. Je pense, et on en a beaucoup parlé avec Catherine Fallon, que la culture du risque est un élément à développer, à partager avec la population. Et on voit dans un certain nombre de pays, comme la Suisse par exemple, à quel point cette culture de risque fait l'objet aujourd'hui d'une action des pouvoirs publics depuis la petite enfance, à travers l'enseignement primaire et secondaire. Et par exemple, je reviens sur les cartes d'aléas. Le travail sur des cartes d'aléas, c'est quelque chose qui peut très bien être fait avec des écoles de secondaire dans des cours de géographie, qui permettrait de sensibiliser les enfants. Et on sait, à travers la sensibilisation des enfants, parfois, on peut atteindre les adultes. Un troisième élément qui m'a marqué, et comme tout le monde, je pense, c'est cette mobilisation spontanée, spectaculaire de bénévoles et de volontaires qui ont fait l'objet d'une espèce d'armée comme ça de citoyens qui se sont mobilisés avec des moyens très rapidement, une très bonne connaissance du terrain, qui ont pu identifier les personnes les plus fragiles, éventuellement s'orienter pour les évacuer avant que la puissance publique ne dispose des moyens pour effectivement évacuer les personnes. C'est également, cette mobilisation s'est manifestée avant les événements, des voisins qui venaient trouver leurs proches pour leur dire de se préparer, pendant les événements pour amener des batteries, amener de la nourriture, de l'eau, commencer les évacuations alors que les pompiers n'arrivaient pas sur place, et après évidemment les événements avec des bénévoles qui ont amené de la nourriture, parfois des choses assez incroyables. On nous avait été en contact avec une personne qui était interrogé par un bénévole qui lui demandait ce dont il avait besoin. Il explique: moi j'ai besoin d'un frigo. Il dit: il n'y a plus de supermarché dans ma commune, je dois prendre la voiture pour aller faire des courses trop loin, et donc il me faut absolument un moyen de stocker la nourriture. Et quelques jours plus tard, le bénévole rencontré lui a amené un frigo. C'est assez étonnant de voir à quel point la mobilisation a pu être efficace pendant cette période. L'hypothèse d'un repli sur soi qui a été avancée par certains collapsologues, dans l'idée effectivement, le risque climatique pourrait amener un repli sur soi, un retour à des espaces où on serait davantage en mesure de faire face aux événements individuellement, est largement invalidé par ce qui s'est passé en juillet 2021, bien au contraire. On a vu à quel point les mécanismes de solidarité étaient efficaces, et parfois ces mécanismes de solidarité ont alimenté le sentiment d'abandon, ont alimenté le sentiment que la puissance publique n'était pas en mesure de faire face aux événements.
Et je crois par rapport à cette observation qu'il est extrêmement important de développer une nouvelle alliance entre les pouvoirs publics et les citoyens, car les pouvoirs publics n'auront jamais les moyens qui ont été déployés par les bénévoles et les volontaires pendant les 15 jours qui ont suivi les inondations de 2021. Personne, à ma connaissance, n'a fait le compte du nombre de personnes qui se sont mobilisées sur le terrain. Ce serait intéressant d'en faire une estimation grossière pour se rendre compte de ce que ça représente comme moyen et à quel point la puissance publique aurait plutôt intérêt à s'appuyer sur ce type de dynamique plutôt qu'à développer sa logique de manière indépendante. On a vu à ce titre certaines communes qui développaient des pages Facebook, des relais sur des pages Internet de la commune qui faisaient part des différents soutiens qui étaient offerts par les bénévoles. Et je crois qu'il y a vraiment une logique de collaboration à réfléchir et à mettre en place. Le quatrième et dernier élément qui m'a beaucoup marqué, j'espère ne pas trop dépasser le temps, vous m'arrêtez, c'était un élément qu'on a débattu lors de la préparation de cet événement. À partir d'un lapsus, on parlait de la question des tactiques qui pourraient être mises en place et tout de suite, Laura s'est corrigée disant on va plutôt parler de stratégie. Je pense au contraire que c'est important de réfléchir en matière de tactique. On a beaucoup de travaux, de conférences, de travaux parlementaires qui se sont développés depuis juillet 2021 pour réfléchir à ce qui s'était passé lors de ces événements et adopter des stratégies adéquates pour y faire face. Je pense que c'est tout à fait légitime, et en tant que professeur d'urbanisme et d'aménagement du territoire, je ne vais évidemment pas nier l'importance de développer des schémas stratégiques sur le long terme. Simplement, je voudrais amener deux bémols par rapport à ça. Au niveau de la stratégie, on a toujours tendance à se préparer au dernier événement auquel on a été confronté. Or, ce qu'il faut faire aujourd'hui en termes de stratégie, c'est se préparer à celui qui va venir, pour lequel nous ne sommes absolument pas informés. Ici, nous avons vu en juillet 2021, fort heureusement, certains réseaux électriques ont pu continuer à fonctionner, les réseaux sociaux, la téléphonie GSM a continué à fonctionner. Je ne voudrais pas être alarmiste ou calopsologue à mon tour, mais je crois que le prochain événement de crise sera tout à fait différent de celui qu'on a connu en juillet. C'est par rapport à ça qu'il faut développer des stratégies. Et par ailleurs, en termes de stratégie, je pense qu'il faut aussi se reconnaître l'évidence que le changement climatique va aujourd'hui plus rapidement que notre capacité à adapter nos infrastructures. Et donc, nous savons que nos infrastructures sont amenées à connaître des défaillances parce que nous n'avons pas, de nouveau, au niveau de la puissance publique, au niveau de la collectivité, le moyen de tout adapter, tout le réseau de voiries, tout le réseau des chemins de fer, des barrages, des berges, de manière à faire face au changement climatique dans les horizons qui sont ceux qui sont annoncés aujourd'hui. Donc, en termes de stratégie, se préparer à ce qui n'est pas connu, à ce que nous n'avons pas, vu se développer sur le terrain et de façon générale, réfléchir à la manière dont on peut faire face à des défaillances de nos infrastructures. Et je viens maintenant sur les aspects plus tactiques. Je crois que c'est une des leçons de ce qui s'est passé, c'est l'importance de se préparer, de s'entraîner pour développer des liens entre experts, entre citoyens et autorités locales, de manière à accélérer les réactions, accélérer la transmission d'informations d'un niveau à l'autre. On a beaucoup parlé de la question de l'évacuation des populations dans le cadre des inondations, et Aline reviendra certainement sur ce point-là. Très certainement, on peut dire aujourd'hui que l'évacuation n'était pas praticable, parce que l'ordre d'évacuation ne pouvait être donné que dans les conditions où la grande majorité de la population qui était susceptible d'être touchée pouvait être évacuée à sec avant que l'eau ne commence à monter dans les rues, et que si on n'était pas dans ces conditions-là, le risque de renforcer le nombre de victimes était très important. Si si l'inondation se développait alors que l'évacuation était en cours, le risque aurait été alors beaucoup plus important. Je pense qu'il est extrêmement important de se préparer et éventuellement répéter ce genre d'évacuation. On a vu par ailleurs qu'une des communes qui a fait appel au système BiAlert, à savoir la commune de peine, à partir du moment où le message a été envoyé sur les téléphones portables de la population, assez paradoxalement, de nouveau, qu'est-ce que les citoyens ont fait? Ils sont rentrés chez eux.
Et de nouveau, comme les citoyens dont je parlais tout à l'heure, ils se sont rapprochés du risque, avec une charge supplémentaire pour les services de police qui ont dû tout d'un coup gérer des afflux massifs de voitures pour expliquer et ont dû expliquer aux citoyens qu'il n'était pas raisonnable de rentrer chez eux, que seuls les citoyens qui devaient absolument récupérer des objets de grande valeur à certains endroits du territoire pouvaient, de manière très provisoire, rentrer à leur domicile et que l'ensemble des autres devaient s'éloigner des zones concernées. Donc, on a un schéma où la population est trop peu préparée et je crois que tout le monde, et moi-même, tout le monde veut faire de la stratégie par rapport à la gestion du risque, mais il me paraît important de rendre ces lettres de noblesse à la tactique, à la préparation, à l'entraînement par rapport aux événements que nous avons connus et que nous sommes susceptibles de connaître dans les années qui viennent. Merci beaucoup. Merci Jacques pour cet exposé. Mais s'agissant des références de documents et de vidéos, etc., on ne manquera pas de vous les adresser hein, dans le chat et dans d'autres mails. Je vais tout de suite vous céder la parole maintenant à Aline pour le troisième exposé. Je vois que Marine a partagé en plus dans le chat les références. Merci. Oui, voilà. Oui, ça va. Ma connexion n'est pas toujours très stable, donc j'espère que vous allez bien m'entendre. Bonsoir à toutes et à tous et merci pour cette invitation. Donc moi, je vais me concentrer sur 3 points qui sont 3 réflexions en matière de gestion de crise et de planification d'urgence. Alors, la première, et donc effectivement, l'objectif de ces 3 réflexions, c'est de vous faire réagir aussi par la suite dans le cadre du débat. Alors, la première réflexion, c'est concernant les gestionnaires de crise et les autorités. Je pense qu'ici, dans le cadre des inondations de juillet 2021, on peut dire en quelque sorte qu'ils se sont fait surprendre en fait, par la gestion de la crise et qu'ils ont dû gérer en fait, cette crise en mobilisant des plans et des procédures qui étaient, dans certains cas, inadéquats. Alors, ce qui me semble intéressant, c'est de rappeler que le cadre de la gestion de crise et de la planification d'urgence en Belgique aujourd'hui, c'est une législation fédérale qui est basée sur un arrêté royal qui date du 22 mai 2019. Et ce qui me semble intéressant, c'est de rappeler qu'en fait, cet arrêté royal, c'est une mise à jour d'un arrêté royal qui était plus ancien, qui datait de 2006 et qui, en fait, avait été rédigé à la suite d'une crise marquante, qui était la crise de Guilandian. C'est une crise qui est en fait une explosion de gaz dans un chantier de construction localisé où les problèmes principaux qui avaient été marquants et pour lesquels, en fait, l'arrêté royal a été rédigé et sur lesquels il a essayé vraiment de travailler, c'était les problèmes de coordination, puisque quand on est dans une situation d'urgence, de crise, il y a donc toute une série de missions et de corps de métier en fait, qui doivent se coordonner, qu'on appelle les disciplines. Et donc, l'arrêté royal se concentre vraiment sur comment faire en sorte que toutes ces missions, toutes ces disciplines puissent se coordonner de façon la plus efficace possible au moment de la gestion de crise et de la planification d'urgence. Donc, il définit toute une série de principes. Un principe est notamment celui de la distinction entre la gestion stratégique et la gestion opérationnelle. On parle aussi d'une situation d'urgence et pas d'une situation de crise ou autre. On parle aussi, donc il y a toute une série de principes comme ça qui sont définis. On ne parle quasi pas de la période de rétablissement, donc ça veut dire qu'on imagine que cette situation d'urgence est d'une durée relativement courte. Et donc on se rend compte que tout ce cadrage, d'une certaine façon, enfin en tout cas on peut se poser la question de savoir ce cadrage était-il suffisant, et probablement que la réponse est plutôt de se dire qu'il va falloir travailler sur ce cadrage, le revoir, puisqu'ici on a été face à une crise qui a touché un grand nombre de territoires, puisque beaucoup de communes ont été touchées, même plusieurs provinces. Il y a eu aussi des partenaires institutionnels qui ont été multiples. Et aussi, on se rend compte que la durée de cette crise, eh bien, elle n'est pas limitée, donc elle va encore durer, puisqu'il y a toute la période de rétablissement qui va être sur une longue durée. Donc ça, c'est une première réflexion. Notre cadrage et la façon dont on envisage la gestion de crise et la planification d'urgence aujourd'hui à travers notre arrêté royal. Une deuxième réflexion, c'est que pour être résolues, en fait, les crises qui dépassent les cadres établis, comme ça a été le cas ici, hein, avec les inondations, je pense qu'on peut aussi dire, on peut aussi parler de la crise de Covid d'ailleurs, il y a beaucoup de parallèles qu'on peut faire. Elles appellent des réponses nouvelles et sans cesse renouvelées. Je rejoins un petit peu, d'une certaine façon aussi,
Jacques Teller ici. Donc effectivement, il faut pouvoir faire preuve d'intelligence collective, pouvoir trouver des réponses innovantes. Et pour pouvoir faire cela, moi, ce qui me semble vraiment, vraiment important, c'est tout le travail de préparation à la crise, donc tout ce travail qui se fait en amont de la gestion de crise et qu'on appelle la planification d'urgence. C'est un travail qui est important, mais c'est aussi un travail de l'ombre, parce que ça veut dire que en fait, quand on n'est pas en phase de crise, on est donc on est avant tout ça. Et donc, ça veut dire que finalement, peu de gens s'intéressent à ce travail qui est fait quand il n'y a pas de situation d'urgence. Donc, ça veut dire qu'on se prépare à une situation potentiellement d'urgence, mais dont on ne sait pas si elle va survenir et en fait, on espère qu'elle ne surviendra pas. Et donc, la question, c'est de se dire comment est-ce qu'on pourrait envisager une planification d'urgence qui soit un processus permanent de communication, de coordination au niveau local, parce qu'on se rend bien compte que ce qui est vraiment important, c'est qu'il y ait vraiment un travail de réseau qui soit fait entre les personnes qui vont devoir intervenir au moment de la gestion de la crise. C'est vraiment important qu'elles aient appris à se connaître, qu'elles aient appris à travailler ensemble, qu'elles échangent un langage commun aussi. Et donc, tout ce travail-là doit se faire normalement aussi au niveau local. Et donc, tout ce processus de planification d'urgence, c'est important de comprendre qu'il ne s'agit pas uniquement de la rédaction d'un plan d'urgence, mais que c'est bien un processus en fait qui doit être permanent. Et ça pose toute une série de questions par rapport notamment au fait que les communes ont l'obligation d'avoir un coordinateur PLANU. J'ai vu qu'il y en avait plusieurs ici qui nous écoutaient, mais on se rend compte que ces coordinateurs PLANU, ils n'ont pas l'obligation d'avoir une formation nécessairement et ils ont aussi de multiples casquettes. Donc ça veut dire que la planification d'urgence n'est pas nécessairement leur priorité. Elle est rarement leur priorité en fait. Donc Si je il peux me faut ça en permettre, plus de Aline. tout. Pardon, juste que je comprends, un coordinateur PLANU, du coup, son rôle, c'est quoi exactement? C'est celui qui coordonne en fait donc la planification d'urgence au niveau local. C'est prévu dans l'arrêté royal en fait depuis 2006. Donc il y a bien une personne obligatoirement dans toutes les communes qui doit rédiger un plan d'urgence, mais pas uniquement rédiger un plan d'urgence, elle doit aussi animer une cellule de sécurité et donc jouer justement ce rôle d'animation d'un réseau de planification au niveau local, au niveau communal. Mais on se rend compte que c'est compliqué. Il y a aussi la question des exercices, l'importance de s'entraîner, de tester ses plans, de travailler ensemble, et la question aussi des retours d'expérience et des débriefings. Donc, ça veut dire comment est-ce qu'on tire des enseignements des crises, même des petites crises qui ont été vécues, comment on tire des enseignements et comment on rentre dans un processus d'apprentissage. On se rend compte que c'est aussi quelque chose qui est compliqué, en fait, tirer des enseignements et avancer. Alors, pour le moment, par rapport aux inondations, on a la commission d'enquête qui est en cours. Il y a aussi plusieurs démarches qui sont en parallèle. Et ce qui est important aussi, c'est de bien rester dans un processus d'apprentissage. Donc, il faut faire attention que le fait de, par exemple, chercher des responsabilités au genre de démarche ne casse pas justement ce processus d'apprentissage. Il ne faut pas non plus que les acteurs aient peur de parler. Et donc, finalement, ça empêche finalement qu'on tire vraiment des apprentissages. C'est quelque chose qui est vraiment important. Et enfin, la dernière réflexion qui rejoint aussi en partie ce qui a déjà été dit, mais donc c'est notre cadrage de la gestion de crise et de la planification d'urgence, notamment à travers l'arrêté royal du 22 mai 2019. C'est une approche qui est très top-down, qui est sans doute trop rigide et qu'il y a vraiment une nécessité d'intégrer la population elle-même dans les structures de gestion des risques. Et même aux différentes phases en fait, de la gestion des risques. Donc, dès l'identification des risques sur le territoire, on pourrait imaginer déjà le rôle que pourrait jouer la population, mais aussi évidemment dans la phase de planification d'urgence, comme je l'ai dit, donc cette préparation à la gestion de la crise en fait. Là, on pourrait aussi imaginer un rôle important de la population, mais actuellement, il est quasi nul en fait. Donc, c'est pas pensé nulle part dans l'arrêté royal. On parle de la population à part dans la phase d'information en fait, informer la population, mais nulle part on ne lui donne un autre rôle. Et ça me semble aujourd'hui une nécessité. On a parlé, je reviens là-dessus parce que c'est vraiment important, effectivement, concernant les mesures de protection de la population, notamment la question des évacuations. On se rend compte ici, dans le cas des inondations, qu'il a fallu évacuer une partie de la population. Et on se rend compte qu'évacuer une population sans qu'elle n'ait été préalablement informée, formée, qu'elle n'ait conscience du fait qu'à un certain moment, elle va peut-être être amenée à devoir quitter son logement, eh bien, en fait, ce n'est pas au moment de la crise qu'on peut commencer à informer, sensibiliser la population. Tout ce travail-là
a dû être fait a priori en amont, et donc ça fait partie de la planification d'urgence. On se rend compte aussi que quand on parle de population, tout le monde, enfin, il y a une diversité au sein de cette population dont il faut aussi tenir compte. Évacuer une famille, c'est pas la même chose qu'évacuer une personne âgée. Et donc, il y a toute cette prise en compte aussi qui doit être faite dès la planification d'urgence. Sinon, on risque enfin, les gestionnaires de crise ou les planificateurs, hein, ça dépend comment on veut les appeler, mais on imagine qu'ils sont en train de prévoir des mesures, en fait, qui ne seront jamais opérationnalisables en temps de crise, puisque, en fait, elles ne tiennent pas compte des priorités de la population ou des réalités de la population, en fait. Et donc, effectivement aussi, toujours là-dedans, on se rend compte aussi au niveau de la gestion de crise, et on l'a vu, les comportements pro-sociaux sont vraiment importants en temps de crise, et c'est un phénomène qui avait déjà été identifié dans des grandes crises majeures, notamment aux États-Unis, lors du 11 septembre, par exemple, ou Katrina. Enfin, il y avait eu toute une série d'analyses qui ont été faites par des sociologues, notamment américains, où ils montraient vraiment qu'en fait, la plupart de la population, au moment d'une situation de crise, contrairement à ce qu'on imagine, ne va pas paniquer, mais va plutôt avoir un comportement prosocial. Et donc, effectivement, il faudrait à un certain moment avoir une réflexion là-dessus et voir comment on peut faire correspondre finalement cette offre de service, cette possibilité de mobilisation de la population et les besoins qu'on a au moment de la gestion de crise. Et puis, pour terminer, il y a évidemment toute la phase de rétablissement, qui est aussi un impensé actuellement au niveau de notre façon de cadrer la gestion de crise et la planification d'urgence. Et là aussi, on pourrait imaginer effectivement un rôle important de la population. C'est le cas actuellement, mais qui n'est pas prévu en fait. À chaque fois, on est dans quelque chose qui n'a pas été pensé ou qui n'a pas été prévu d'une certaine façon. Voilà. Et donc, ça me semble vraiment important, effectivement, il est temps, je pense vraiment maintenant, de repenser la place de la population elle-même dans cette gestion de crise et cette planification d'urgence. Et voilà, j'arrêterai là.